va voir pour commencer deux éléments uniques que je n'ai jamais vus sur YouTube. 1. Pourquoi la performance annoncée par 80% des créateurs et des professionnels est fausse? Quelle est celle que tu aurais obtenue avec des chiffres validés par l'entité financière la plus puissante du monde? 2. Comment se décompense la performance du S&P 500? On verra aussi ce que disent les probabilités sur le futur en étant optimiste et ce qu'en disent les plus grands experts mondiaux. Tout d'abord, tu l'auras probablement remarqué, on entend presque partout que le S&P 500 fait 10% par an. Avant tout, j'ai donc une question. Est-ce que tu investis une fois une grosse somme ou tous les mois pour avoir un PRE qui reflète la volatilité classique de l'indice? Car, comme tout le monde, on reçoit notre salaire en mensuel. Je ne suis pas médium, mais il y a fort à parier que ta réponse soit évidemment un investissement mensuel. Je te l'annonce officiellement, les chiffres annoncés dans cette vidéo ont été validés par BlackRock sur une vingtaine d'années. En résumé, BlackRock, 10 000 milliards de dollars, gérés avec 16% des actions mondiales en gestion et 5% du PIB mondial. Et je parlerai même pas ici de sa puissance géopolitique, y compris en France. C'est pour moi l'entité la plus puissante au monde, y compris devant les GAFAM. Maintenant, je vais briser tes rêves, mais tu aurais obtenu, statistiquement parlant, 10% par an uniquement dans le cas où tu investis en une fois, en one shot, sur du long terme. C'est-à-dire, par exemple, en janvier 2023, tu investis 100 000 euros. Et si dans l'année le S&P 500 fait 10%, alors là oui, tes 100 000 euros auront eu entièrement les 10% par an. Maintenant, imaginons l'indice fait 10% dans l'année et tu investis en DCA. Prenons une performance linéaire sur la base en prenant 0,8% par mois vis-à-vis de la valeur de départ. Tu investis 100 euros mensuels, l'argent que tu auras mis les 4 derniers mois de l'année, il n'aura pas fait 10%. En réalité, la seule somme qui aura fait 10% est la somme du premier mois. Preuve à l'appui, tu mets donc 100 euros par mois, le taux est 10% par année. Tu as investi 1200 euros, mais tu n'as généré qu'un gain sur la période de 5,4%. Tu vois donc clairement que si tu investis 100 euros et qu'il fait 10%, tu n'auras jamais 10% sur la totalité de ton patrimoine. Et sur le long terme, c'est globalement le même phénomène. Par contre, plus le temps passe et plus le phénomène diminue. Car ta somme investie jusque-là est exponentiellement plus grande que celle que tu ajoutes chaque mois. Et justement, si on remonte au plus loin sur un site que j'aime énormément et qui est très quali, on visualise la même chose. En 32 ans depuis 1992, le S&P 500 a fait 10,69%. Si tu avais investi en une fois, disons 100 000 euros, ton investissement à la fin t'aurait rapporté 25,8 fois la somme investie, soit 2,58 millions d'euros. Et oui, c'est énorme. Par contre, si tu avais investi en DCA, tu te retrouves avec 6,4% obtenu annuellement sur 31 ans. Ça reste bien, mais c'est extrêmement plus faible que 10% par an. Il faudra 57% de performance en plus pour atteindre les 10%. Pourtant, tu verras que les 10% sont annoncés quasiment partout. Dans certains cas, on a droit, de la part des créateurs de contenu les plus rigoureux, à un 6 ou 7% net d'inflation. Mais là encore, ce n'est pas suffisant. Car ok, ils déduisent l'inflation, mais pas l'impact du DCA. Maintenant, sur ma vidéo sur le MSCI World, lien dans la bio ou ici, je t'ai indiqué une performance nette d'inflation en DCA autour des 2,8% sur les 30 dernières années. Et au final, BlackRock valide à la fois la performance que j'ai annoncée sur le MSCI World ainsi que sur le S&P 500. Donc si tu veux contredire BlackRock, je t'en prie, mais je pense que quand ils affichent des performances en public sur un site, je pense qu'ils sont juridiquement au point. Je n'investirai pas dans le procès en misant sur ta victoire. Si tu as vu la dernière vidéo de Sébastien Couvard que je trouve passionnante, et oui, je vais investir là-dessus en société. Pour BlackRock, je te mets le lien dans la description pour que tu puisses aller voir. On a donc ici un simulateur d'épargne en ETF sur 30 ans et tu peux lire en petit dans la case verte que la performance marquée pour le MSCI World est de 3,1% sur 20 ans. C'est la performance historique et obtenue d'un investissement en DCA du 31 mars 2001 au 31 mars 2021. Et encore, ils ont choisi un an après 2000 pour que la crise de 2000 ne plombe pas le rendement. De plus, de 2001 à 2021, c'est quand même l'avènement des entreprises parmi les plus puissantes du monde. Sauf que même Backtest Curvo, qui est franchement quali, me donnait une performance de 6,65% par an en DCA.
C'est énorme car c'était 50% de plus que ce que BlackRock indique. Sauf que BlackRock commercialise des ETF. Il a un intérêt à majorer et à ne pas minorer la performance. Je l'ai donc contacté et je suis tombée sur une antenne en Belgique. Afin de ne rien truquer, j'ai demandé à ce que l'on m'explique de A à Z la méthodologie pour ses performances. En montrant que j'étais CGP et que je pouvais vendre leurs produits, cela a facilité l'échange. Et ils m'ont expliqué qu'ils ont déduit des performances l'inflation moyenne des US. Et étrangement, à partir de ce moment-là, on arrive à la même performance que je t'ai indiquée sur la vidéo sur le MSCI World. Il y a une différence de 0,6% par an. Et comme tu peux le voir, tu vois que l'inflation aux US est en moyenne par an autour des 0,5% en plus que l'Europe ou la France. Et là, ça fait pile la différence de 0,6 que Bactescuro rajoute en performance sur la S&P 500. Et pareil pour le MSCI World. Le but n'est pas de dire que le S&P 500 est nul, mais de relever que sur l'une des meilleures périodes nettes d'inflation et brute de fiscalité, il a rapporté 4% par an. Et je le répète, à cela, il faudra déduire la fiscalité. Maintenant, oui, ça choque. Oui, je n'ai aucune idée de pourquoi BlackRock a été plus honnête que 99% des personnes qui les mettent en avant alors qu'ils n'en vendent même pas. Maintenant, une parenthèse rapide. On enlève le critère de liquidité et on ne garde que le critère financier. Et taille de patrimoine, revenu mensuel net d'inflation. Et surtout net de fiscalité, donc moins de 4% pour le S&P 500. Simulons en prenant, disons, un taux bancaire de 2,5%. Prenons un gérant de société qui fait mi-emprunt bancaire, mi-compte courant d'associé. Prenons pourquoi pas du régime Murphy en holding, pour faire remonter du bénéfice en ne payant quasiment pas d'impôts sur les sociétés. Même sans cumuler ces trois mécanismes certes basiques mais terriblement puissants, il y a des dizaines de montages où on compte tout, y compris la fiscalité sur les SCPI européennes, où après 20 ans tu auras bien plus en net dans ta poche qu'avec la performance du S&P 500. Et ça, c'est sans compter le risque d'une nouvelle décennie perdue. Et c'est sans prendre non plus les meilleurs SCPI. Et c'est sans compter le confort de la régularité où les loyers viennent sur ton compte. Tu n'as même pas d'ordre de vente à faire. Vraiment, le nombre de montages où in fine c'est plus rentable est extrême. Et comme les ETF, il y a une méthodologie simple pour les choisir. Si tu prends les pires, forcément ça ne marchera pas. Maintenant, je pense que tu comprends mieux pourquoi j'ai investi autour des 6 ans en full levier. Car oui, même si en France on avait bien moins d'inflation, donc bien plus de pouvoir d'achat via la performance américaine, je savais que chaque pourcentage gagné avec le Nasdaq levier, multiplié après pendant des années avec les intérêts composés, que ça représenterait des sommes énormes. Et si tu savais tous les pirouettes légales que l'on peut faire avec du compte courant d'associés, des SCI, une holding pour multiplier le patrimoine, même en perso en payant peu d'impôts. C'est comme une SCI à lire, c'est très rarement apprécié, mais si tu tombes sur un pro, un CGP ou bien un notaire, ou quelqu'un qui te dit que c'est jamais intéressant, fuis. Car certains montages pour les classes moyennes et les gros revenus font que ça peut être vraiment puissant si on cumule plusieurs dispositifs qui sont là justement pour ça. Autant pour nous-mêmes tant qu'on est vivant que pour de la transmission. Et non, je ne dis pas tout en SCPI du tout. Je veux juste mener à un état d'esprit contrariant et impartial quand on te vend un produit. J'ai la majorité de mon patrimoine en actions. Effectivement, j'augmenterai très fortement la part d'immobilier d'ici 18 mois, quand les taux seront plus bas. Et bien sûr que ma société aura de belles liquidités, mais juste restez toujours méfiant et ne prenez aucun raccourci. Type la bourse, c'est 10% par an. Et un livre que j'ai au moins depuis 2 ans et une pure pépite donne vraiment les bases pour tout ça. C'est le Patrimonio du notaire Maître Antoine de Ravel d'Escapelon. D'ailleurs, dans ma playlist à regarder pour plus tard, j'ai mis une interview de lui et Finari. Je pense que ça doit valoir le coup d'œil car je l'ai déjà vu en conférence ce monsieur et il est d'une immense pertinence avec une pointe d'humour régulière qui est un délice. Je rêverais de l'avoir en prof une année. Bref, je m'égare du sujet. Pourquoi il est peu probable statistiquement que le S&P 500 continue une telle performance? On ne parlera pas ici de la loi antitrust, mais juste d'une probabilité mathématique
mais c'est tout simple. La performance d'un indice ou d'une action est le résultat de deux principaux facteurs. Il y en a d'autres autour, mais surtout ces deux majeurs. Le niveau de valorisation, donc le PER, ainsi que le bénéfice. C'est-à-dire, imaginons que le PER ne bouge pas. Si l'entreprise augmente ses bénéfices de 10% et que le PER ne bouge pas, ça voudra dire que son prix aura augmenté de 10%. Si ses revenus n'augmentent pas et que son PER diminue, et qu'il passe de 20 à 18, cela voudra dire que le prix de ses actions aura baissé de 10%. Oui, si l'entreprise dilue ses actionnaires ou pas, aura aussi un impact, mais c'est généralement plus faible. Pour le S&P 500, c'est simple, il y a eu les deux. En majorité, les secteurs avec un PER faible ont diminué en part dans l'indice, et ceux avec un PER haut ont monté. Donc rien que cela fait monter le PER. Le problème, c'est que ces secteurs à haut PER ont monté en part dans l'indice, mais aussi en PER moyen. On a donc doublement augmenté les multiples de valorisation du S&P 500. Et si tu rajoutes le fait que les entreprises de la tech ont en plus eu des augmentations de bénéfices, que ce soit en pourcentage ou en montant, complètement fou, tu comprendras pourquoi le S&P 500, cotant aux USA, a fait 13% par an depuis 10 ans. Sauf que la concentration de la tech a déjà tellement augmenté que ce mécanisme ne devrait plus trop participer à l'augmentation du PER. En même temps, c'est logique, si la part d'entreprises industrielles dont l'indice diminue avec un PER de 8, mais que la part d'entreprises de la tech avec un PER de 30 augmente dans l'indice, forcément le PER global monte. Le problème est que le PER peut encore monter si les bénéfices augmentent, et surtout s'ils augmentent vite. Car en général, et retenez bien ça, il est acceptable de payer très cher une action en termes de PER si ses bénéfices augmentent beaucoup régulièrement. Et si en plus, en pourcentage, elle a un gros taux de marge plus une croissance. Visa en est l'exemple parfait. Car si on regarde depuis 10 ans, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu un PER moyen de 30 sur une telle période. Même Apple, c'est seulement 18, Amazon 18 aussi et Meta 24. Après oui, l'IA pourrait participer à monter les marges des GAFAM qui sont surpondérées dans l'indice. Selon une étude, les multiples ont rapporté 3,6% par an de performance contre 1,8% historiquement, tandis que l'augmentation du bénéfice a rapporté 4,5% par an contre 2,6%, et le dividende lui a baissé en proportion. Car si le prix augmente beaucoup via l'augmentation des bénéfices ainsi que le PER, le dividende a peu de chances d'augmenter autant. Tu vas voir pourquoi une telle croissance est improbable. En 1990, le taux de marge du S&P 500 était de 4,7%. En 2000, il était à 5,8%. En 2010, il était à 12,1%, majoritairement grâce aux entreprises de la tech. Et en 2020, on était à 13,7%. On a donc un taux de marge qui a presque triplé sur 30 ans. Sauf qu'avec des marges de 40% pour Apple ou 60% pour Visa, tu penses que l'IA va radicalement changer ça? Oui, il y a des chances que la masse salariale globale baisse, donc moins de coûts et plus de marge, mais ça ne sera que quelques pourcents de plus à grappiller, et non un x3 comme on en a eu dans le passé. Surtout que pour pas mal d'entreprises et secteurs, l'IA aura peut-être peu d'impact. On peut aussi se demander si autant d'emplois disparaissent, la consommation diminuera aussi. Et in fine, les entreprises gagneront moins. C'est un autre débat, certes, mais il paraît qu'on n'a pas la moitié des métiers qui seront là dans 10 ans, même si je n'y crois pas trop. Penser que les marges augmenteront autant et que la part de la tech va encore augmenter serait renier le côté cyclique des secteurs. Et penser que la tech ne sera jamais concernée. Certes, c'est le plus robuste, mais statistiquement, cela fait beaucoup trop de choses qui sont plutôt peu probables. Et quand on voit que malgré toutes ces conditions, l'indice 1 devrait rapporter bien plus en 30 ans, et que JP Morgan et encore une fois BlackRock anticipent que l'Inde aura encore en bourse de bien meilleures performances, cela donne matière à réfléchir. En termes de rendement, risque et valorisation, je préfère largement l'Inde. L'Inde qui a les meilleurs ingénieurs mondiaux niveau logiciel, et je pense vraiment aussi que l'Inde aura une magnifique opportunité avec l'IA. Je t'invite à voir ma vidéo sur l'Inde de la semaine dernière, et si tu veux un format plus long, fais-le moi savoir, j'hésite beaucoup. Et oui, les grandes banques et institutions financières misent plus sur une performance boursière de l'Europe ou de la Chine, ou encore des pays émergents que des USA. Après, je ne suis pas du genre à écouter les recommandations, et cela aura une vidéo entière, mais les plus gros, BlackRock, Vanguard et d'autres,
mise sur une sous-performance des USA. Que ce soit grande ou petite capitalisation versus la Chine ou même l'Europe. Je suis même plutôt contrariante sur les estimations en général, mais ça reste à noter dans son raisonnement. Après, il ne faut pas oublier que même avec sa performance moyenne, il surperforme largement 90% des particuliers et des fonds proposés par les banques. Et des fonds tout court. Il ne s'agit pas là de purement bâcher l'indice, juste de s'orienter vers des stratégies avec un rendement risque correct, sachant que le S&P 500 reste bien classé, même si je préférerais 1000 fois du S&P 500 Quality ou du MSCI USA Quality. J'espère que cette vidéo pour un peu de perspective sur le discours global des créateurs de contenu sur cet indice t'aura plu. Je t'invite donc à voir la vidéo sur le MSCI World et sur l'Inde. Et si tu n'es pas d'accord mais ouvert à la discussion, ça sera avec plaisir en commentaire. N'hésite pas à voter pour le prochain thème. PS, je récolte des questions pour la FAQ des 5000 abonnés et lancement de mon cabinet, donc n'hésite pas. Je ferai aussi une sélection des plus durs pour les poser à mon associé. N'hésite pas à me les envoyer par email, il ne pourra pas les lire comme ça. N'oublie jamais que bien investir, c'est avant tout ne jamais cesser d'apprendre. Dis-moi aussi si ce type de format un peu plus long que la moyenne te plaît, car je voulais garder ce type de format et de thème pour du contenu plus privé, mais au final je trouve ça trop pertinent pour ne pas le rendre public. Et pour me récompenser pour cette vidéo qui m'a pris plus de 20 heures entre l'écriture, le filmage et le montage, abonne-toi et like 2 fois. À très vite.